Bonjour aventuriers de bord de ciel, vous me voyez bien dégoûté pour cette sixième et dernière vidéo de découverte de nos règles sur Skyrim, le jeu d'aventure, parce que je suis obligé de reprendre depuis le début. Ça faisait une demi-heure que j'avais bien avancé, mais que je parlais dans le vide parce que mon micro cravate avait décidé de ne plus fonctionner. Patatras, et heureusement, face à moi, là, juste devant moi, nous avons le micro de la webcam, mais je ne peux pas avoir de son quand je passerai sur la caméra déportée. C'est embêtant. Alors, j'ai pas envie de tout me retaper, c'est assez fastidieux. Ce que je vais faire en tant que professionnel, c'est que je vais remonter le temps pour faire un résumé qui concerne, je vous le rappelle, pour cette ultime en plus vidéo de découverte des règles de A à Z, ça concernait le combat. J'avais gardé le chapitre combat exprès pour la fin, parce que c'est un gros morceau. Alors, on démarre par le déroulement du combat. J'avais fait un comparatif sur l'aide de jeu et la façon dont on nous faisait le déroulé du combat dans les règles, c'est bien repris. Franchement, les deux cartes recto-verso là, des aides de jeu, aucun problème, ça reprend bien dans l'ordre adéquat, avec les mémos qui correspondent. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est cool. Alors les combats, ce sont des mécaniques que l'on va, j'allais dire subir, nous, que l'on va avoir le plaisir de jouer dans Skyrim, parce que on aura à plusieurs reprises des occasions d'en faire des combats, alors que ce soit en solo, même si on joue à plusieurs, hein, je vous rappelle que ça peut être semi-coopératif, mais un seul joueur de son côté peut se rendre dans une mine, dans un donjon, et puis effectuer des combats tout seul. Ou alors, on peut avoir des notions de combat de groupe. Alors, ce déroulement de combat, avant tout, on peut se préparer en buvant des potions ou en changeant nos équipements. On peut ensuite, si on est à plusieurs, décider qui va agir en premier. On va lancer le dé d'ennemi rouge, mais en fonction du résultat qui va correspondre à sa carte, par exemple, le berserker bandit qui nous fait ce symbole-là, on sait qu'il va faire un moulinet avec ce type de dégâts. Mais une fois qu'on a lancé son dé, on ne résout pas son action tout de suite parce qu'on a le droit de faire des choses avant. Si on est accompagné par un acolyte, donc un PNJ qui vient avec nous, on relance le dé rouge, mais cette fois-ci, le PNJ qui nous accompagne, notre acolyte, est autorisé à résoudre son action immédiatement. Et ensuite, en connaissance de cause par rapport au résultat de l'ennemi, c'est le joueur actif, donc celui qui joue en premier, qui va annoncer s'il fait une action défensive ou spéciale, ou une attaque. On résout l'attaque de l'ennemi, et ensuite, c'est le joueur actif, par rapport à ce qu'il a annoncé juste avant, qui va faire ses tests de combat. Ok, on nous précise qu'il n'y a pas d'ordre quelconque pour savoir qui va agir. La seule chose, c'est que en groupe, le premier joueur qui décide d'agir, c'est lui qui en priorité va se prendre les premiers dégâts. Et pour symboliser qui agit en premier, on pivote la carte joueur sur le côté, crac, pour signifier que l'on a joué. Alors là, c'était oui, mais je reprends Mueva. Alors là, moi, ce sera beaucoup de solo, de toute façon, donc il n'y aura pas besoin de faire cette inclinaison. Puis une fois que le round de combat est passé, si tout le monde a agi, hop, on redresse nos cartes.
Une chose importante, c'est qu'un ennemi, par exemple un ours, s'il affronte 3 joueurs, il fera une attaque contre chacun des joueurs. On ne lance pas qu'une seule fois le dé de combat, et puis pour tous les joueurs, il va faire un piétinement. Non, ça permet d'avoir quelque chose de plus immersif. Important, on nous détaille la distinction entre les tours de jeu et les rounds de combat. Les tours de jeu, en fait, c'est tout ce qui va affecter nos actions sur le plateau. De même qu'un monstre errant qui va se déplacer, ça fait partie d'une action du tour de jeu. Alors que les actions round de combat, là, c'est vraiment spécifique à un combat lorsque l'on va affronter, généralement, ces 2 ennemis consécutifs. On a vu hier que dans certains cas, on pouvait affronter jusqu'à 3 ennemis lors d'une même rencontre. Par exemple, là, ça doit être des combats qui commencent à être un petit peu chauds. Ensuite, on avait un paragraphe super bien fichu et très intéressant par rapport à la furtivité, la vigilance et les embuscades. Ce qui se passe, c'est que le premier joueur, si il a la compétence, peut utiliser son attaque furtive. Pour ça, on jette 3 dés de base et on rajoute un dé bonus en fonction de l'équipement. Par exemple, ma robe usée me donne plus 1 dé en furtivité. Ma dague me donne plus 1 dé en furtivité et on va cumuler comme ça tous nos dés pour réaliser le test de furtivité. Quand on fait un test de furtivité, on ne peut pas dépenser de vigueur pour forcer les résultats, pour pousser. Et quand on réussit notre test furtif, on va choisir quel type d'attaque sur notre arme on va faire sur l'ennemi. Ça c'est bien, il y a quand même pas mal de latitude pour jouer nos persos et rentrer dans le combat. En résumé, le joueur bénéficie d'une attaque sans riposte, c'est vrai. C'est quand même un plus. Alors, 2 particularités pour la furtivité. Quand on a une armure lourde, on ne peut pas faire de furtif. Et on ne peut pas faire de furtivité non plus en utilisant un sort magique. L'exception, c'est le sort silence. Mais sinon, on ne peut pas être furtif pour lancer de la magie. Et certains ennemis, comme je me tue à le dire depuis une demi-heure, certains ennemis, ça c'est bien foutu, ont une capacité d'embuscade. Par exemple, chez les humains, l'archer bandit a embuscade et berserker a embuscade. Alors, je vois là, au-dessus d'embuscade, on a le nombre de cercles à obtenir quand on va faire notre attaque furtive. Pour les deux, une fois qu'on lance, il faut avoir 3 cercles pour avoir le droit de choisir un type de dégâts à lui faire sans qu'il riposte. Par contre, si on échoue notre attaque furtive, là on va subir une embuscade. Alors les animaux ne peuvent pas faire d'embuscade. Il n'y a aucun animal qui le fera. Enfin, je vous dis ça. Hop, est-ce que je m'avancerai pas un peu? Ah si, le Chorus faucheur peut faire une embuscade. Le loup des glaces, les araignées géantes givrépines. Bon, d'accord. J'ai eu bien fait de vérifier quand même. Ok, alors cette embuscade. Si le test de furtivité échoue, on applique le résultat tête de mort sur la ligne d'attaque ennemie, systématiquement. Donc, par exemple, le berserker bandit, j'ai échoué ma furtivité, il va nous faire un moulinet. Alors que si ma furtivité échoue contre un archer bandit, je vais me prendre une visée. Et ça a un impact sur les dégâts, les premiers dégâts qu'on va subir. L'astuce, c'est que si on est à plusieurs joueurs, c'est le premier joueur qui tente la furtivité qui va subir l'embuscade.
Bah oui, c'est logique. Il va en éclaireur, en fait. Ensuite, particularité avec les pièges. Les pièges, eux, déjà, on ne fait pas d'attaque furtive contre les pièges. Hein. Donc l'ennemi piège avec ce symbole. On peut essayer de désamorcer le piège. Oui, c'est ça. On essaie de désamorcer un piège au lieu de lui faire des dommages. Pour ça, test de compétence normal. Là, ils nous mettent ce test fonctionne comme le test de furtivité. Si ça échoue, on subit, encore une fois, le symbole de tête de mort. Alors là, dans le piège à ours, on subirait de toute façon n'importe quel type de symbole, mais c'est principalement la tête de mort qui est prise en compte. À supposer que d'autres pièges vont avoir certainement des symboles en moins. Une fois l'effet résolu en cas d'échec, le joueur suivant va à son tour tenter de désamorcer le piège en le, entre guillemets, combattant normalement. Et que ce soit en utilisation de la furtivité ou en désamorçage de pièges, on ne peut pas dépenser de vigueur ou de magie pour pousser les résultats. Bien. Après, on enchaînait avec les actions de nos ennemis. Alors, nos ennemis ont 3 types d'actions différentes en fait. Ou bien des attaques, ou bien du soin, ou bien de l'engeance. Donc chaque round, les ennemis vont attaquer le joueur actif. Cela signifie que chaque joueur impliqué dans le combat va être attaqué chaque fois que ce sera à son tour d'agir. Ben oui, c'est logique. Chaque carte ennemie possède une liste de comportements que l'on a en fonction du résultat du dé, en fait. Et rouge. Si ça correspond à l'un de ces symboles, on effectue son action. Les ennemis peuvent effectuer 3 types d'actions. Alors voilà, je m'étais arrêté à l'attaque. C'est l'action la plus courante qui va impacter notre santé. Certaines attaques peuvent impacter la vigueur, voire même la magie. Ou bien le symbole multitête, là, ça c'est pour le symbole de groupe. Et il précise bien que les attaques qui infligent des dégâts à un groupe sont particulièrement dévastatrices, étant donné que seul le joueur actif peut choisir d'effectuer une action de défense. Et oui. Et oui, et oui. En fonction du résultat du dé de combat de l'ennemi, on peut très bien choisir non pas d'attaquer, mais de se défendre. Donc ça, c'est pour l'attaque classique. Sinon, certains ennemis peuvent soigner leurs blessures. C'est toujours représenté par un bouclier d'une couleur spécifique, indiquant la piste que l'ennemi va soigner. Aucune piste ne peut être soignée au-delà de sa valeur de départ. Normal. Certaines attaques telles que la ponction des vampires infligent à la fois des dégâts aux joueurs et soignent l'ennemi. Alors là, il faudrait plus se concentrer sur des ennemis. Non, eux ne se soignent pas. Le ragnard ne va pas se soigner non plus. Le vasard ne se soignera pas non plus. Est-ce que dans les humanoïdes, on a quelqu'un qui se soigne? Stalactite, blizzard, on a de la réanimation. Attaque des stocks, moulinet, stalactite, éclair... Ah, soin, voilà. Si l'adepte mage de glace obtient le symbole flamme sur le dé, il se soigne de 4. Et uniquement de 4 sur sa valeur d'armure magique. Ok. L'engeance. Certains ennemis peuvent invoquer des créatures en soutien. Dans un tel cas, le joueur pioche un ennemi supplémentaire en ignorant les cartes pièges qu'il place devant l'ennemi original dans le combat. Je suppose que nos amis mages
humanoïdes vont pouvoir invoquer. Ah non? Ah si, réanimation. Un maître nécromancien, excellent. Réanimation, donc là on va aller piocher une carte mort-vivant. Crac, et on la met devant. On la met devant lui. Ah, ça c'est un lance-flamme, dommage. Mauvaise pioche. Où étiez-vous? Donc admettons qu'il réanime. Et ben voilà, un drogre. Drogre. Donc ça va compliquer les choses. Saloperie de magicien. Mais mécaniquement, c'est parfait. Ça rajoute vraiment du suspense et de la difficulté pour certains combats. Donc les engeances, oui c'est ça, ça permet de créer des ennemis supplémentaires. Et puis voir combattre plusieurs ennemis, page 36. Ah oui, ça va être encore plus compliqué. Une fois qu'on a lancé le dé pour connaître ce que va faire notre ennemi, c'est notre acolyte qui va agir. Alors, les acolytes, on en avait croisé un. Et c'était dans le paquet rencontre, me semble-t-il. On n'avait pas quelqu'un qui avait de quoi attaquer. J'étais persuadé d'eux. Alors, lancer une main de main, résultat, on peut pousser, gagner. Je suis pas sûr. Puis là, ils n'ont pas montré de carte d'acolyte. Alors, les acolytes, ça doit être lié aux cartes d'aventure. Hein. Dans tous les scénarios que l'on peut faire, on doit avoir des cartes spécifiques d'acolyte. Je ne veux pas spoiler trop, donc je ne vais pas chercher plus loin, mais on va voir ce qu'ils nous en disent. Au cours de leurs aventures, les joueurs pourront recruter des acolytes qui apportent leur soutien en combat. Ils sont indiqués par le symbole plus bonhomme. Un joueur peut détenir un nombre quelconque d'acolytes, d'accord, mais un seul d'entre eux peut être actif à la fois. Oui, comme un joueur. On peut changer d'acolyte actif au début du tour de jeu, mais pas au cours d'un combat. Ils agissent de la même façon que les ennemis, bien qu'ils ne possèdent pas de piste d'armure. Ah ok, on ne peut pas blesser les acolytes. Les ennemis ne peuvent pas attaquer ou tuer les acolytes en combat. Certains adversaires sont dotés d'attaques spécifiques qui peuvent les tuer. Ah oui, quand même. Ah, les alcooliques n'affectent pas la furtivité sauf indication contraire sur leur carte. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, quand on a balayé les différentes cartes, c'est hier qu'on a fait ça? Cartes acolytes, ben voilà comment elles sont. Ok, c'est bien en lien uniquement avec les scénarios. On a le symbole d'acolyte ici. Et effectivement, l'acolyte n'a pas de piste de santé. Parfait. Donc, certains acolytes peuvent affecter les actions du joueur de différentes façons. Ça s'applique généralement qu'au joueur qui détient la carte de l'acolyte concerné. Ils peuvent nous affecter la santé, la vigueur ou la magie. Certains acolytes peuvent parfois attaquer les joueurs. Voyez-vous ça? Lorsqu'une action d'acolyte est accompagnée du symbole groupe, elle va affecter l'ensemble des joueurs plutôt que les ennemis. Ça doit être rare quand même que que les PNJ nous attaquent. Nos compagnons, voilà, depuis tout à l'heure, je cherche le terme adéquat. Ce sont des compagnons. Une fois que on a déterminé l'action de l'ennemi, mais avant de l'appliquer, hein, que notre acolyte a joué, on passe à notre choix d'action en tant que joueur. Une seule action par round de combat. Et nos actions apparaissent sur nos cartes armes, sorts, équipements, qui fournissent une liste. Donc là, avec ma petite dague de fer, je peux faire un moulinet ou un estoc, éventuellement une esquive.
Donc généralement, il y a une compétence associée, un coût qui est exprimé en vigueur ou en magie, une difficulté et puis l'effet qui en résulte. Pour effectuer une action, le joueur doit d'abord en payer le coût. Si on n'a pas suffisamment de vigueur ou de magie, les points manquants peuvent être payés en santé. Ouh, ça c'est dangereux par contre. Aller se ponctionner de la santé pour une action, on n'a pas des masses à chaque fois. Hein. Bon, on démarre à 5, ça peut augmenter, mais méfiance. Une fois qu'on a payé le coût, on peut effectuer le test de compétence. Par exemple, une action de mouliner à l'aide d'une épée de fer requiert un test de compétence une main. On lance 3D plus 1 si on a la compétence une main. L'action indique également la difficulté du test de compétence. Et puis on peut pousser en combat, comme avec des tests normaux en fait. Pour ça, il faut payer 1 de vigueur pour 1 dé supplémentaire. Si on utilise un sort, on doit dépenser 1 en magie pour pousser. Si on est à court de vigueur et de magie, on peut utiliser sa propre santé toujours pour avoir un dé de plus. Et contrairement au test de compétences standard, il existe une limite au nombre de fois que l'on peut pousser. Cette limite est indiquée sur la piste la plus haute, santé, vigueur ou magie. Sur la piste la plus haute. Alors si je prends sans changer de caméra, sinon ça va couper le son. Ouais, c'est ça les limites pour pousser en fait. Au début du jeu, les joueurs peuvent pousser 2 fois par round. Ah oui, là, on peut pousser jusqu'au niveau 5, jusqu'à 2 fois par round. En gagnant des niveaux, ils vont gagner des poussées supplémentaires jusqu'à un maximum de 4. 2, 3, 4. Et le chat arrive. Ah oui, alors il faut que j'arrête de parler quand je vais m'éloigner de cette caméra-là. Sinon, ça va foutre la merde. Bon. Donc, on peut effectivement pousser en tout jusqu'à 4 fois. Au-dessus des pistes se trouve une série de symboles de dés vert, rouge, violet qui séparent les différentes zones. Lorsqu'une piste franchit une nouvelle zone, le joueur gagne une nouvelle poussée en combat. Notez que les pions de fin de piste ne sont pas pris en compte. Il faut que le cube santé, vigueur ou magie se trouve dans la zone correspondante. Et oui, lorsque l'on fait notre mise en place pour nos premières parties, la piste, enfin la fin de piste, c'est ça. On n'a jamais de cube qui vient se superposer à la fin de piste. Donc en fait, pour avoir le droit de pousser une fois supplémentaire, il faut que je sois comme ça et que ma vigueur soit là. Quel cas je la diminue et je lance un dé quand même en plus. Bien. Les types d'actions pour le joueur. Alors on a vu que les ennemis en avaient 3, nous c'est pareil. On peut faire une action d'offense offensive pour infliger des dégâts, défensive pour annuler l'action de l'ennemi, ou une action spéciale en récupérant de la santé, de la vigueur ou de la magie. On peut aussi invoquer une créature ou effectuer une action pourvue d'un effet différent. Ça sera en fonction des cartes que l'on va détenir. Alors notre fameuse action défensive. Quand une attaque se révèle trop dangereuse, le joueur peut opter pour une action de défense. Ça n'inflige aucun effet et ne possède pas d'autre effet associé. Pour notre action défensive, si on réussit le test de compétence, l'action de l'ennemi est contrée et n'a aucun effet. Alors cette défense compte comme l'action du round du joueur et coûte ou bien de la vigueur ou bien de la magie. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des actions défensives uniquement lorsque c'est réellement nécessaire. Ah ouais.
Parce que ça va être... ça va nous ponctionner trop de vigueur ou de magie. On va en avoir besoin pour faire continuer le combat, quoi. Quand un ennemi effectue une action de groupe, une action défensive ne va protéger que le joueur actif, pas les autres. Eh ben oui. Et ce qui est logique, c'est que nos actions de défense sont faites avant de résoudre l'action de l'ennemi, puisqu'on peut passer au travers. Donc, mis à part l'attaque et la défense, on va avoir des actions spéciales. Ou bien une invocation. Donc, ce sont des actions stratégiques qui peuvent renverser le cours d'une bataille, en faisant appel à des renforts ou en apportant un soutien aux autres personnages qui nous accompagnent. On peut faire une invocation, par exemple avec des sorts de conjuration. Ça ne requiert pas de test de compétence et c'est réussi automatiquement. Le joueur pioche une carte donjon du type indiqué sur le sort et utilise la carte comme s'il s'agissait d'un acolyte actif. Est-ce qu'on va trouver ça sur... En combat, cri de guerre. C'est en lien avec les compétences, c'est ça, une invocation? Ah ouais, ça dépend des sorts en fait. Ah oui, c'est pas un pouvoir inné de nos personnages en début de jeu. Ok. Par contre, quand on fait une invocation, on n'invoque pas un piège, hein. Là, on remet dans la défausse. Et quand on pioche, il faut vraiment que ce soit... Par exemple, j'invoque un berserker bandit. Ce qui sera jamais le cas. On ne va pas invoquer des humanoïdes. Mais c'est l'idée. Alors, si le paquet donjon requis est épuisé, on mélange la défausse pour en créer un nouveau. Ok. Un joueur qui utilise un sort d'invocation peut détenir 2 acolytes actifs en même temps et doit lancer le dé pour chacun d'eux. Et oui, pour leurs actions. Quand on effectue les attaques d'une créature invoquée, on ignore les symboles groupe, vigueur et magie, ainsi que les actions de soin. Une créature invoquée reste avec le joueur jusqu'à la fin du tour de jeu. Par conséquent, une créature invoquée lors du premier combat d'un donjon va rester aux côtés du joueur pour les batailles suivantes. Ah oui, donc ça, on a intérêt à le faire quand on doit rencontrer dans un donjon en premier un archer bandit et ensuite on va avoir le berserker à affronter. Ben, on a tout intérêt à faire notre invocation au premier ennemi pour garder l'invocation jusqu'au bout du combat. Par contre, pour conserver une créature invoquée, on doit, à partir du round qui suit l'invocation, payer 1 de magie au début de chacun des rounds. Oh la vache! Ah, il faut qu'on maintienne le sort en fait. Si on décide de ne pas payer ou qu'on ne peut pas le faire, la créature invoquée est automatiquement défaussée, comme s'il s'agissait d'un ennemi vaincu. Ah ouais, éventuellement, on pourrait dépenser de la santé pour pallier à la dépense de magie, mais faut pas qu'on tombe à 0, quoi. Donc, autre action spéciale, des soins, avec des sorts de guérison, d'illusion. Et les soins impactent ou bien la santé, ou bien la vigueur, ou bien le regain de magie. Pour ça, on fait un test de compétence. Et si ça passe, eh bien on soigne la catégorie ciblée du montant indiqué sur le sort. Et bien sûr, on ne peut jamais dépasser notre valeur maximale quand on est soigné. Lorsqu'une carte objet ou un autre effet de jeu est doté du mot-clé soin, ça signifie que si la cible est un joueur, il va récupérer de la santé. Si c'est un ennemi,
l'ennemi va récupérer de l'armure correspondante. Parce qu'on se souvient que nos ennemis n'ont pas de santé en soi, mais uniquement de l'armure. C'est bizarre, mais je pense que ça va être aussi détaillé logiquement un peu plus loin. On n'utilise pas la valeur d'armure d'un ennemi pour lui éviter de perdre trop de points de santé, en fait. L'armure égale sa santé. Son armure tombe à 0, l'ennemi est vaincu. On peut aussi faire une action spéciale de repos. Tout personnage en combat peut décider pour son action du round de se reposer afin de regagner 2 vigueur et 2 magie. Ah ouais? Cependant, lors d'une telle action, il s'expose à l'attaque de l'ennemi. Ouais, carrément, ouais, mais ça peut être judicieux par moment. Si l'ennemi nous fait une... par rapport à son résultat de dés, ou même, tiens, s'il fait un échec, on peut en profiter pour se reposer. Eh mais oui! Ou alors s'il fait, je sais pas moi, ce symbole-là correspond à une attaque mais vraiment minime, on peut l'encaisser et quand même se reposer. Particularité avec les arcs qui peuvent se révéler particulièrement mortels, mais qui requièrent une approche plus tactique que la plupart des autres armes. Tous les arcs disposent de l'action visée suivie d'un chiffre. La visée inflige des dégâts dévastateurs tout en disposant d'une difficulté très basse. Toutefois, lors de chaque combat, la visée ne peut être utilisée qu'un nombre de fois égal au chiffre indiqué dans la ligne visée. Ah ouais? À l'instar d'une arme à 2 mains, un arc occupe les 2 emplacements de main du personnage. Si je prends le paquet objet de base, pour voir l'application des arcs. Alors, arc de chasse. Ah ouais, ok. Oh la vache. Je peux viser qu'une seule fois avec l'arc de chasse. Ah, il n'y a qu'un arc de dispo là dans les bases. Ok. Tiens, c'est bizarre. On ne peut viser qu'une fois. Bon, après, on va avoir des armes un peu plus costauds qui vont nous permettre de viser 2 voire 3 fois. Mais ça, il faut s'en souvenir. Ah oui, là, ils mettent, tous les arcs disposent de l'action visée suivie d'un chiffre, en général 1. Donc, ça va être très rare. On peut faire les actions offensives. Ce sont les actions les plus simples. On tabasse. Elles comportent un test de compétence et un montant de dégâts infligés à l'ennemi. Elles sont toujours résolues à la fin du round de combat après l'attaque de l'ennemi. Ok. Si je reprends le mémo combat, déroulement du round de combat. Ouais, il y a un petit paquet. Bon, après, suffit de suivre dans l'ordre. Pam, 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 pam. Ok. Infliger des dégâts sur 3 types d'armure. Lourde. Symbole H rond rouge. Ça protège contre les coulants puissants et destructeurs. L'armure légère. Sur fond orange, une épée. Ça protège des attaques rapides. Et enfin, l'armure magique, une main sur fond rose, protège des dégâts mystiques. Donc les dégâts sont exprimés de la même façon. Lourd, léger, magique. Dégâts subis par les joueurs. Alors attention les yeux. On me tape, j'ai mal. J'ai eu beau être matinal, j'ai mal. Lorsqu'un joueur subit des dégâts, il commence par soustraire à ces dégâts sa valeur d'armure du type correspondant. Là, on va prendre ma robe usée qui nous protège de 1 dégât léger. Par exemple, si un joueur doté de 3 dégâts d'armure subit... Non, pardon. Si un joueur doté de 3 armures lourdes subit 5 dégâts contre armure lourde,
Il soustrait son armure aux dégâts infligés pour un total effectif de 2. Ah oui, alors, nous, on a le droit de soustraire notre valeur d'armure, contrairement aux ennemis, en fait. Hein. Une fois que l'attaque a été réduite par l'armure, les dégâts restants sont soustraits de la piste santé. Je perds 2. Si la force de l'attaque est inférieure ou égale à la valeur de l'armure, celle-ci encaisse tous les dégâts, mais le personnage est tout de même déstabilisé et perd 1 de vigueur. Si le joueur ne possède plus de vigueur, il perd 1 de santé à la place. D'où l'intérêt de pouvoir faire des repos comme action spéciale, de façon à éventuellement perdre de la vigueur pour éviter de perdre de la santé sur des absorptions de dégâts. Si le joueur ne possède aucune armure du type correspondant à l'attaque, par exemple si on subit 3 de dégâts magie, bah là forcément on va subir la totalité des dégâts. Ah ouais, alors c'est balèze parce que mon équipement c'est uniquement protection contre des dégâts légers. Mais si j'en reviens à mon nounours là, tant qu'il me fait un piétinement, bah ça va. Ça va être du dégât léger. Par contre, s'il me fait de l'écrasement ou de la mutilation, je morphe complètement. En 2 coups, il peut me mettre... Et on peut me dire au revoir. Hein. D'où l'intérêt de faire les attaques furtives pour essayer de gagner en premier. Ok, les dégâts sur la piste. Donc certaines attaques affectent la vigueur ou la magie. Ces coups... Tac. Ces coups redoutables s'avèrent plus dangereux que les attaques normales. Les dégâts infligés à la vigueur ou la magie ne sont bloqués par aucune armure. Ah ouais. Si un joueur doté de 6 armures lourdes subit 4 d'armure lourde et 2 dégâts de vigueur, tous les dégâts d'armure lourde sont bloqués par l'armure. Puisqu'on a une valeur de 6, on subirait 4, on absorbe. Ce qui signifie que le joueur perd 1 de vigueur à la place. Ah ouais, plus les 2 de vigueur infligés par son attaque. Pour un total de 3. Ah ouais, il faut penser que même si l'armure absorbe tous les dégâts, on perd quand même 1 point de vigueur. Parce qu'on est déséquilibré, c'était ça le terme. Quand je vous disais que les règles, les chapitres des combats, c'est toujours plus touffu à comprendre et ça implique beaucoup de petits points de règles à se souvenir. Ok. Tous les dégâts sont cumulés puis appliqués en premier lieu à la vigueur et à la magie, puis à la santé. Si le joueur ne possède pas suffisamment de vigueur ou de magie, les dégâts supplémentaires sont appliqués à la santé. Par exemple, un joueur qui subit 5 dégâts magiques. Ah oui, d'accord. Si on subit 5 de dégâts magiques et 3 pertes de magie, et qu'on ne possède pas d'armure magique, et que l'on n'a plus de magie, on perd en tout 8 points de santé. 5 et 3, 8. L'utilisation d'une action défensive empêche les dégâts de piste. Une action défensive empêche les dégâts de piste. Ok. Le joueur peut opter pour une action défensive. Elle n'inflige aucun dégât. D'accord. Mais encore faut-il, pour une action défensive, réussir notre test. Notre test. Tout bêtement. Ok. Alors. Il y a encore 4 pages. Hein.
Dégâts subis par les ennemis. Donc là, c'était nos dégâts propres à notre piste d'aventurier sur notre plateau. Maintenant, on va aller voir les dégâts subis par les ennemis. On va prendre en exemple... J'en reste avec nos bestioles. Bon. Me revoici, décidément, pour cette dernière vidéo de découverte. J'aurais été bel et bien emmerdoyé. Donc, je veux un Vazar. Vas-y, Vazar. Et je veux l'ours. Là, je pense qu'on va couvrir... On va couvrir tous les cas de figure. Donc, les ennemis ne possèdent pas de pistes de santé. Elles sont remplacées par différentes pistes d'armure. Le Vazar, lui, a 2 d'armure contre les dégâts lourds. Et l'ours a 4 d'armure contre les dégâts légers. Quand il subit des dégâts, son armure se détériore peu à peu, le laissant de plus en plus vulnérable aux attaques suivantes. On soustrait l'armure de l'ennemi à l'attaque du joueur. Les dégâts restants sont ensuite directement appliqués à l'armure. Ah oui, alors ça corrige ce que je supposais tout à l'heure. On utilise bien leur armure comme diminution, hein. Par exemple, un joueur qui inflige 5 dégâts lourds à un ennemi pourvu de 3 d'armure, le résultat effectif est de 2. La piste de l'ennemi est réduite de 2 et descend à 1, le laissant beaucoup plus vulnérable à la prochaine attaque. Ah oui, parce qu'à la prochaine attaque, il n'aura plus que 1 point de valeur d'armure. Et lorsqu'une attaque réduit l'une de ses pistes à 0, le cube d'armure est retiré de la piste et tout dégât supplémentaire est ignoré. Un ennemi attaqué par un joueur subit toujours au minimum un dégât, même si son armure est supérieure au dégât. Oui, ce qui est valable pour nous est valable pour lui aussi. Lorsque toutes les pistes d'armure d'un ennemi ont été réduites à 0, il est vaincu. Ça me rappelle que... Où est-ce que l'on avait... Voilà, par exemple, le maître nécromancien. Alors là, c'est chaud, hein. Il a 3 pistes d'armure. 2 de lourd, 4 légères, 6 magiques. Ça veut dire que le combat va devoir lui... Ah non, c'est si toutes ou si une. Lorsque toutes les pistes d'un ennemi ont été réduites à 0. Alors, normalement, quand on affronte un ennemi, ça se présente comme ça. On va placer un cube de chaque couleur sur sa valeur. Donc on serait comme ça, plus un cube rouge pour l'absorption des dégâts lourds. Mais j'avais dit que c'était absolument pas pratique. Vous voyez, rien que le fait de les poser, là, ça tournicote dans tous les sens. Ou alors on les met comme ça. Quand on va jeter les dés, si malheureusement on a un manque de place sur la zone de jeu, bah, qu'est-ce qui va se passer? On fait le strike. Bon, c'est pas un strike, mais voilà ce qui se passe. Et encore, en solo, c'est un risque. En multijoueur, je vous dis pas. Ça va être une catastrophe. Si on a suffisamment de place, bon, là, on est tranquille. Donc moi, j'avais dit que ce qui était bien, c'était d'utiliser un trombone comme ça de couleur. Mais je ne me rappelais plus que on pouvait avoir des valeurs d'armure différentes. Alors, ça tombait bien, moi j'avais un trombone de couleur rouge. J'ai pas d'autres trombones d'une autre couleur. Comment est-ce qu'on ferait pour se rappeler? Oh, ça sent la bidouille. Comment pourrait-on faire? Parce que si j'ai un trombone pour sa valeur d'armure magique et un trombone pour sa valeur d'armure dégâts légers,
Je suis en train de penser à une chose. Oh, c'est tout bête, hein, je pourrais mettre un coup de... Ah, sur du fer comme ça, des trombones, je suis pas sûr que de la sous-couche tienne. Il y a peu de chance. Après, si je teste, hein, je teste devant vos yeux ébahis, ou alors ça va être une idée qui va foirer. Mais je vous rappelle que la pâte à fixe est l'ami de tout joueur de jeux de société. Est-ce qu'éventuellement on pourrait faire un truc comme ça? Vous voyez? Et là je dis que ma valeur magique c'est celle-ci. Ah bah pour le coup j'aurais même pas besoin de mettre pour le orange puisque on sait que rouge correspond à l'armure lourde. Donc forcément si je baisse ma piste, par exemple s'il lui reste plus que... Voilà, si ça a bougé comme ça je sais que c'est la légère, là on sait que c'est la magique, et là on sait que forcément le rouge ce sera les dégâts lourds. Ou alors, j'anticipe et je prévois de patafixer un cube correspondant, comme ça là on a une lecture qui sera encore plus plus. Pourquoi pas, puis après, bah, a priori à manipuler, ça tient, hein. Ça tient le choc. Bon, bah, c'est une réflexion que je vais me garder. Pourquoi pas? Et ça peut être très pratique. Ok. Tout ça pour dire que, bah oui, comme ici, en fait, avec le vampire marche-brume, il a 4 en magique et 1 en léger. Si l'ennemi ne possède pas d'armure correspondant au type de dégâts infligés par l'attaque, c'est le joueur qui choisit la piste qu'il va réduire, en infligeant la totalité des dégâts de son attaque. Donc notre vampire marche-brume, là, c'est intéressant de l'attaquer avec une arme qui fait du dégât lourd, parce qu'il ne pourra rien réduire. Patatras. Ah, ben d'où l'intérêt au début du round de combat. Les joueurs utilisent des potions et changent leur objet équipé. Donc ça va être intéressant de se balader avec une dague de fer qui attaque l'armure légère, une autre arme qui va attaquer l'armure lourde, etc. Pas bête. Ah, c'est bien. En termes de gameplay, ça amène des choses sympas, ça. Ok. Correspondance des attaques et des armures. Les dégâts sont normalement appliqués au type d'armure correspondant. On utilise toujours rouge contre rouge, orange contre orange et rose contre rose. Si le défenseur possède de l'attaque lourd, il n'est pas possible de réduire sa piste légère avec des dégâts lourds. Oui. Toutefois, il existe des attaques qui infligent plusieurs types de dégâts à la fois. Elles sont indiquées comme suit. 2 dégâts lourds, 2 dégâts légers. Ce qui signifie que cette action inflige... Ah pardon, c'est pas... Et c'est soit. Cette action inflige soit 2 dégâts lourds, soit 2 dégâts légers. C'était l'ours, je crois, qui avait... Tu es où? Tu es où mon pépère? Ah oui, il est là. Ah non. Tiens, le berserker bandit. S'il fait un moulinet en obtenant la tête de mort et le symbole flamme, ou bien il fait un dégât lourd, ou bien un dégât léger. En fonction de la situation. Une attaque qui affecte plusieurs types d'armure d'un joueur cible toujours la plus faible. Ah, le fumier. Par exemple, si l'ennemi inflige 5 dégâts lourds, 5 dégâts légers, le joueur possède 2 d'armure lourde et seulement 1 en léger. Il est donc contraint d'utiliser sa valeur de armure légère pour se défendre. Quand il inflige des dégâts à un ennemi, le joueur choisit le type de dégâts qu'il souhaite appliquer.
Quand un joueur subit des dégâts pour lesquels il ne possède pas d'armure, il les subit en totalité. Oh la vache. Cela signifie que si le joueur subit une attaque infligeant 2 types de dégâts et qu'il ne possède qu'un seul type d'armure, il subit la totalité des dégâts de l'attaque. Ouais. Bon, ça méritera de... Voyez, calmos, tranquille. Faudra bien relire ça pour être sûr de la compréhension et de l'application. On a aussi un coup final. Lorsqu'un combat se révèle particulièrement ardu, les joueurs disposent d'un dernier atout. Le coup final indiqué en plaçant le pion santé au début de la piste de santé. C'est celui-ci là, le coup final. Quand un joueur subit des dégâts qui le feraient descendre en dessous de son seuil de coup final, ceci s'arrête à son pion coup final. Désormais, tout dégât subi va retirer le pion coup final et infliger une blessure critique. Aïe. Donc on resterait comme ça et je me prends un critique. Si tous les joueurs ont subi une blessure critique, le combat est perdu. Ah, un joueur qui souffre d'une blessure critique est éliminé du combat. Ok, le symbole coup final apparaît sur certains objets et objets magiques, ce qui a pour effet de permettre aux joueurs de bénéficier de coups finaux supplémentaires. Afin de représenter ceci, le joueur déplace son pion coup final vers la droite d'un nombre d'emplacements égal aux coups finaux supplémentaires qu'il a gagnés. Ces coups finaux fonctionnent comme de la même façon que l'original et sont retirés un par un. Le joueur n'est éliminé du combat que lorsqu'il perd son dernier coup final. Eh oui. Et oui, et oui, si j'ai un objet qui me donne un coup final supplémentaire, en fait, ma piste va devenir comme ça. Donc je tombe là. Bonus supplémentaire, ça jarte. Enfin non, j'arriverai à 0. Je devrais mouru. Un premier coup, hop, joker. Ça vient là. Un deuxième coup, joker. Et là, par contre, je suis éliminé du combat. Donc, la notion de blessure critique. Si un joueur perd toute sa santé, on subit donc une blessure critique. En d'autres termes, on frôle la mort et on s'en sort de justesse s'il y a toutefois des conséquences. On pioche une carte événement et on la résout. On prend ensuite autant de pions menaces que le nombre de joueurs et on les répartit sur les cartes qui peuvent les recevoir, ces pions menaces, ou bien toujours sur des forteresses. Et encore une fois, on nous rappelle que le tableau des forteresses dans le coin supérieur droit du plateau de jeu. Bien. Ceci peut facilement entraîner l'échec de plusieurs quêtes, ah bah oui, à cause du rajout des pions menaces, ou dégrader une forteresse jusqu'à sa révolte. Si le joueur était le dernier encore debout dans la rencontre, le combat se termine immédiatement. Ok, bon, ceci dit, on peut fuir. Hein. Je vois qu'il y a un paragraphe qui nous autoriserait à fuir le combat. Alors on va y aller gentiment. Potion. Au début de chaque round de combat, donc ça on va la voir. Voilà, les joueurs utilisent des potions et on peut changer les objets équipés. Donc au début de chaque round de combat, avant de lancer le dé d'ennemi, tout joueur peut utiliser une potion, même si ce n'est pas le joueur actif. Certaines peuvent servir plusieurs fois au cours d'un même round. C'est pas une action en soi. Le joueur peut le faire en plus de son action offensive, défensive ou spéciale. Bah oui, puisque c'est pas une action en soi. Il est également possible d'utiliser des potions entre les combats d'un même donjon. Pour utiliser la potion, on paye son coût en ingrédients nature et on résout son effet. Cette histoire de fuite. Voilà, j'ai une fuite. Lors d'un round de combat,
au début du tour de chaque joueur, avant de lancer le dé de l'ennemi. Chaque joueur peut décider de fuir. Le joueur qui s'enfuit est retiré du combat. Il ajoute un pion menace sur une carte ou sur une forteresse. Ah d'accord. Alors autant l'effet de la blessure critique nous faisait piocher une carte événement à résoudre immédiatement, enfin, et à l'appliquer, en plus des pions menaces, alors que là, c'est qu'un pion menace en cas de fuite. Si le combat fait partie d'une quête et que le joueur qui s'enfuit est détenteur de cette quête, cette dernière échoue automatiquement. Oh, ah ouais? Ou c'est juste qu'on perd du temps? Ah ouais, là je suis pas fan de cette règle-là. Après tout, le fait d'échouer à une quête, bah, on pourrait très bien y revenir, mais s'y préparer. En allant, je sais pas moi, à Blancherie, acheter une arme supérieure, ou aller acheter un sort, ou enchanter ou améliorer par l'artisanal un objet que l'on a. Non, là, eux, la sanction, c'est la quête échoue. Bon, c'est une façon de faire rajouter de la menace, hein. Quand une quête échoue, il me semble bien qu'on rajoute de la menace. Mais là, je vous dis peut-être une connerie, ce ne sera pas la première. Et certainement pas la dernière. On va s'attaquer maintenant au combat contre plusieurs ennemis. Les joueurs devront parfois affronter des groupes d'ennemis. Alors, on le voit notamment dans les défis de donjons. Quand nous avons comme ça une case qui regroupe deux types d'ennemis à la fois. Donc ce sera le cas dans la campagne 2. Mais dans la campagne 1, on n'affronte pas deux ennemis à la fois. Sauf carte particulière, bien sûr, hein. Donc ces rencontres peuvent se révéler particulièrement dangereuses et constituent un défi de taille, même pour les vétérans les plus endurcis. Ah bah bravo! Lorsqu'ils font face à plusieurs ennemis, les joueurs disposent les cartes en ligne sur la table. Bon, pas un ours et un vasar. On va faire un vasar et un ragnard. Non mais... Touk touk touk. De la gauche vers la droite. Oui, l'ennemi le plus à gauche est le plus proche des joueurs. Toi, je te tape. Celui qui va subir le gros des dégâts qu'ils vont infliger. L'ennemi situé le plus à droite attend le moment opportun pour frapper. Si l'une des cartes ennemies du groupe est un piège, on résout le piège en premier. Si on était comme ça, on pioche. Groupe d'ennemis, piège à ours, vasar. On doit d'abord désamorcer le piège avant d'aller s'attaquer au vasar. D'accord. Ok, par exemple, si les joueurs piochent un drogre, un ours et un piège à pieux, ils se retrouvent d'abord face au piège, puis affrontent le drogre, puis l'ours. Si un joueur souhaite utiliser la furtivité lors d'un combat contre plusieurs ennemis, il prend l'ennemi doté de la vigilance la plus élevée. Ah oui. Sa valeur de furtivité la plus élevée. Bon, là, dans ce cas-là, ce serait les deux. Si cet ennemi est également doté du trait embuscade, on doit d'abord se défendre contre celle-ci. Sinon, le groupe ne prend pas l'embuscade, même si d'autres ennemis sont pourvus de ce trait. Ah ok, ils ont vraiment qu'une seule chance pour nous faire une embuscade. Si les deux avaient le mot-clé embuscade, on en prend un. D'abord, on prend celui qui a la vigilance la plus élevée. Ah ouais, c'est clair. À relire, mais ça reste clair. Ok. Quand on lance le dé pour déterminer l'action de l'ennemi, si le résultat ne correspond à aucun des symboles du premier ennemi à gauche, on passe à l'ennemi suivant vers la droite et ainsi de suite.
Par conséquent, même le dernier ennemi dispose d'une chance d'attaquer. Ah ouais, ok. Cela signifie que les ennemis plus nombreux... Non, cela signifie que plus les ennemis sont nombreux, plus la probabilité qu'ils attaquent est élevée. Ouais, dans ce cas de figure-là... Alors, c'est pas un bon cas de figure, mais dans ce cas de figure-là, par exemple, un Vazar et un Ragnard. Si je fais, par exemple, le symbole flamme avec le Vazar, ça ne correspond pas à son attaque, mais comme ils sont deux dans la rencontre, c'est le Berserker qui peut faire un moulinet. Ah oui, c'est plus chaud quand même, hein. Oh purée. Cela signifie que plus les ennemis sont nombreux, plus la probabilité qu'ils attaquent est élevée. Quand un joueur attaque, y compris avec furtif, il doit toujours cibler l'ennemi le plus à gauche. Une fois qu'il est vaincu, la carte est défaussée et l'ennemi suivant se retrouve donc en première position. Les dégâts ne sont appliqués qu'à un seul ennemi à la fois. Donc si j'inflige plus de dégâts à celui-là pour l'achever, je ne peux pas les reporter sur l'autre. C'est logique, ok. Si un des ennemis présents invoque une créature en renfort, elle est placée à la gauche du premier ennemi. À la gauche du premier ennemi et occupe la position. Ok. Si par un effet de jeu, le berserker pouvait invoquer une créature, hop, elle serait passée là. Donc ça veut dire que je serais obligé de changer de ma position d'attaque. Tac. Tac, tac, tac. Changement des objets équipés. Un joueur peut souhaiter commencer un combat à l'arc, puis dégainer son arme à deux mains par la suite. Au début d'un round, il peut échanger ses objets équipés avec ceux de son sac à dos en payant 1 de vigueur. Ah ouais, ça a un coût quand même. Seuls les bijoux, potions et armes peuvent être échangés de la sorte. Les armures, casques, bottes ne peuvent pas être changées en combat. Oui, c'est normal. Carte rencontre. Quand on termine un combat contre une rencontre issue du paquet numéroté, on remet la carte dans le paquet. Par conséquent, les autres joueurs pourront également croiser le fer avec cet ennemi. Ok. La fin d'un combat. Il se termine s'il faisait partie d'une série de rencontres comme un donjon. Les joueurs récupèrent leur vigueur et leur magie, mais pas leur santé. On peut toutefois dépenser des ingrédients nature pour utiliser des potions entre les combats. S'il s'agit du dernier combat de la série, toutes les pistes remontent à leur maximum. Ah oui, c'est vrai, on regagne sa santé uniquement lorsqu'on met fin à tous les ennemis d'une même rencontre. Et enfin, les récompenses. On a des choses à gagner. Certaines cartes rencontres, ainsi que la totalité des cartes donjons, vont permettre aux joueurs impliqués d'amasser du butin et de l'expérience. Les récompenses sont indiquées au bas de la carte. La première récompense indique l'expérience pour chacun impliqué dans le combat. Notez qu'un joueur ne peut pas gagner plus d'expérience que le nombre dont il a besoin. On l'a vu hier, là, pour ma première compétence, je suis obligé de dépenser mes 7 premiers points gagnés, qui sont là, les pions, XP. Une fois que j'ai ma première compétence, je suis obligé de dépenser les 8 prochains que j'aurai accumulés. Après la récompense globale en expérience, on peut trouver jusqu'à 4 récompenses individuelles. Ouais, alors eux, ça veut dire qu'ils ne donnent rien. Ah si, 1 point d'XP, 1 point d'XP. Ouh la vache, le maître nécromancien, mais... 5 plus 3, plus 2 ingrédients au choix, plus 1 ingrédient au choix. Alors, on trouve jusqu'à 4 récompenses individuelles. Chacune d'entre elles ne peut revenir qu'à un seul joueur. Le joueur qui a asséné le coup fatal choisi en premier
Ensuite, au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Toute récompense restante est perdue. Cela implique qu'il est toujours bénéfique de faire appel aux autres joueurs avant de se lancer dans un combat. Ah. Alors ça veut dire que là, contre l'ours, en solo, je choisis ou bien une carte objet de base, du paquet de base, ou bien un ingrédient nature. Ah ben mince alors! J'aurais aimé gagner tout. Ok, ah bah ça y est, ça y est, ça y est, nous en avons fini avec le combat, puisque là l'exploration, on a vu que... On l'a vu hier en fait, d'accord. Bon, je m'y attendais, il va falloir bien relire l'intégralité des règles du combat pour bien checker la carte d'aide et voir que tout est bien clair. Bon, après, c'est toujours pareil, une fois qu'on en a fait 1, 2, 3, ça doit rouler quand même relativement bien. On a un ordre d'action, la règle spécifique pour pousser les jets de dés, nos actions, spécifiquement l'action défensive, particularité d'invocation, les soins, le repos, ok. Ça, finalement, c'est des points de règle séparés, c'est facile. Les actions offensives, alors ouais, infliger des dégâts, là, ça mérite de bien redétailler ça. Pareil pour les dégâts des ennemis, l'histoire du coup final, la blessure critique, ça va. La fuite, les potions, ok. Combattre plusieurs ennemis, c'est pas compliqué en soi, en fait. Il y a un ordre à respecter, même avec l'attaque furtive, ok. Et puis l'histoire des récompenses. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce qui veut dire que, à ce stade, nous en avons fini avec la découverte de toutes les règles de Skyrim, le jeu d'aventure livré de règles. On a vu le tuto aussi en tout premier. Ah, un premier ressenti comme ça, après ces quelques heures passées à l'étude du bouquin, ça fait quoi, 6 heures quand même? Non, plus que ça. On doit en être à 8 heures, tout mis bout à bout, pour vraiment découvrir le jeu. Et bien, sur la découverte, c'est sympa. J'ai pas été déçu du déballage par rapport à tout le matériel, par rapport à la projection que je m'en faisais, les petits ajouts comme ça, les pions à remettre sur le terrain pour des grottes ou des éléments de nature. Voilà, faire un petit peu de plus. Ça, c'est sympa comme tout. Donc le matériel, je suis vraiment fan. Les cartes, la façon dont elles sont composées, explicites, il n'y a pas de problème. Le fait que ce soit mini-campagne, je maintiens que c'est assez plaisant parce que 3 scénarios dans chaque campagne, c'est pas mal. J'ai souvenir qu'il nous avait précisé que même si on allait échouer un scénario, généralement ça ne met pas fin à la campagne, mais on va avoir des pénalités sur la suite, donc ça c'est cool. Bref, ce Skyrim m'a l'air assez alléchant. Va falloir voir, après avoir fait ne serait-ce que le premier scénario, pour vraiment se rendre compte de ce que ça nous amène en termes d'immersion et puis surtout en termes d'histoire. Est-ce que ça va être suffisamment impliquant pour avoir envie de persévérer et continuer? Et n'empêche, être arrivé à la fin là, je me dis quand même qu'à 2, ça peut être sympa aussi. 3 ou 4, ça risque de patiner, mais à 2, ça peut être assez fun. À faire en animation, non. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus punchy, beaucoup plus... Ouais, c'est ça, punchy. Là, j'ai peur que pour faire découvrir ce type de jeu à un groupe de joueurs, ce soit pas idéal.
Mais en tout cas, en solo et puis en duo, ça peut être vraiment très très sympa, d'autant plus que j'espère que les futures autres boîtes d'extensions seront traduites aussi. Ça doit dépendre de comment aura été accueillie cette première boîte de base. Bien, je m'en vais vous laisser ici maintenant. Je vais m'accorder 2-3 jours pour refaire une lecture rapide avec surtout le combat pour être quasiment sûr de ce que je vais faire. Et puis on se retrouvera pour le tout premier chapitre de la première campagne avec grand plaisir. J'espère que cette série de vidéos vous aura convenu. Et